Voici le groupe Facebook qui fait tant polémique. Préjugés, stéréotypes, clichés racistes, des publications qui ont suscité l'indignation et engendré à leur tour des propos haineux, allant même jusqu'aux menaces. Si c'est habituel de retrouver ce genre de propos sur les réseaux sociaux, la particularité ici est l'intervention régulière d'élus, mais aussi de colistiers, de candidats aux élections municipales. Des injures racistes, virtuelles, mais condamnables. 1 an de prison et une amende d'1 800 000 francs avec une interdiction d'accès aux fournisseurs Internet. Pour exemple, Eddy Denis, conseiller municipal, a été condamné pour injure publique raciste sur Facebook l'année dernière. À la suite du procès, il a démissionné. Toute victime peut déposer plainte auprès d'une brigade de gendarmerie, d'un commissariat de police ou depuis une plateforme spécialement dédiée. Une brigade est entièrement dédiée à cette problématique au pays. Elle porte le nom de SOLC pour Section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces. En ce jour de reprise, le pasteur Diane commence par installer sur sa table des produits désinfectants. Le ton est donné. Il faut continuer à appliquer les gestes barrières. C'est pas comme d'habitude. Ça veut dire qu'il y a un changement, mais nous, on veut dépasser les contraintes pour vivre un nouveau christianisme. Asa pitora i bozu na krete din me asa ngone ne lai barrière la ka sarko asa i bozu ke sarko asa idem ke ne lai confinement mare ka difficile ko yasa nene la enia wezi po mare ni ba tordaro no mea amla enia olen satan ko ni jadi ko ho neni jadi na IVV nil la la machine i zokunge ko la enia takwa senge la premier dimanche. Pour le pasteur Diane, ces événements doivent permettre de faire passer un message d'ouverture. Plus de doute, plus de peur, plus de querelle. Voilà. On est appelé maintenant à une nouvelle dimension chrétienne. On va là vers le nouveau millénium, qu'on ne s'attend pas, mais peut-être c'est déjà dans le plan du Père là-haut qui supervise tout. C'est dans le hall vide du terminal E2 à Roissy-Charles de Gaulle qu'ont embarqué les 200 passagers du vol de rapatriement Paris-Tokyo. Parmi eux, 131 personnes sont des Calédoniens bloqués en métropole. Comme on peut le voir sur ces images, une équipe médicale attend les passagers dans la salle d'embarquement. Après avoir reçu des masques, cette famille répond à un questionnaire sanitaire. Avez-vous de la fièvre, de la toux, des courbatures? En cas de 3 non, les médecins procèdent ensuite à une prise de température. Si elle n'est pas anormale, les voyageurs sont invités à embarquer. À l'intérieur de l'avion, le protocole est encore strict. Comme on peut le voir sur ces images, les passagers gardent leur masque et la distanciation sociale est de rigueur. Un seul voyageur sur chaque rangée, tout comme à l'escale. À l'arrivée à Tontouta, les Calédoniens seront examinés par un médecin avant d'être dirigés soit vers le Médipôle, pour ceux qui auraient développé des symptômes, soit vers un hôtel pour y effectuer une quatorzaine. Actuellement, les Calédoniens sont en plein vol et devraient arriver vers 23 heures. Partis pour distribuer des lunettes et faire de la prévention, Colline, Jean et leurs collègues ont vu leur mission se transformer. D'abord, la fermeture des frontières suite à la pandémie de Covid-19, puis l'arrivée du cyclone Harold. Sur les îles Banks, où les bénévoles sont bloqués, peu de dégâts sont constatés. Une fois que tout le monde était sain et sauf chez nous, qu'on était sûr que chez nous on ne serait pas utile dans les Banks, notre priorité c'était vraiment ça, d'aller là où on était sûr qu'il y avait besoin de nous et là où on était sûr qu'il y aurait eu pas mal de dégâts. Un Cessna est réquisitionné par le ministère de la Santé du Vanuatu pour conduire les bénévoles vers Espiritu Santo. Ils sont kinésithérapeutes, infirmiers et opticiens. Leur objectif, intégrer les équipes mobilisées sur place.
Et en arrivant sur l'hôpital, là c'était encore pire. On a vraiment mesuré l'ampleur des dégâts. Un hôpital, c'est la seule structure qui est vraiment équipée à Santo au niveau des soins. Et puis voilà, des tôles par terre partout, de l'eau qui s'infiltre dans tous les bâtiments, des familles qui sont logées un peu en... L'hôpital, une partie de l'aile faisait office de logement d'urgence pour les familles qui avaient plus de toit, qui étaient en zone périurbaine. Des équipes de reconnaissance et de premiers secours sont déployées partout sur l'île. Elles se font essentiellement par pick-up, bateaux et hélicoptères. Les tribus en périphérie urbaine de Luganville sont les premières visitées. La majorité des habitations et infrastructures sont détruites et les petits dispensaires n'existent plus. La plupart des endroits où on est intervenu, c'était tout détruit. Donc en fait, oui, c'est beaucoup d'improvisation en fait, clairement. On arrivait avec nos paquets de médicaments et notre matériel de santé et puis on s'installait un peu là où on pouvait. Un centre d'accueil et de soins est monté dans les églises ou les maisons communes. Soins de plaies, consultations médicales, conseils de santé et services de planning familial sont prodigués. Jean, opticien parti à la base pour une mission optique, se retrouve à devoir improviser. Moi, ce que je pouvais faire de mieux, c'était ça, justement, m'occuper de voir ce qui était nécessaire, de ce qu'on pouvait faire en fonction de ce qu'on avait, faire en sorte que ça se passe au mieux pour tout le monde, aussi bien les soignants que les soignés, quoi. Ce seront plus de 1500 personnes qui seront accueillies par le personnel médical et paramédical. C'était quoi déjà votre projet? C'était de faire une poésie. Une poésie, pourquoi faire? Je me retrouve dans une classe d'une maîtresse remplaçante. Je travaille avec elle. En fait, on fait la séance complète avec elle. Moi, elle intervient. Moi, j'interviens aussi pour l'aider, pour voir avec elle comment il faut faire avec les enfants. Ça, c'est une nouvelle poésie qu'on va... On va lire ensemble. Après le confinement, à cause des presque 1 mois et demi, les enfants ils ont loupé beaucoup de cours. Du coup, l'intervention des enseignantes retraitées, ça nous aide beaucoup. Ça nous soulage surtout pour les cours et tout. Je suis venu aider l'institutrice à préparer le goûter pour les enfants. Tu viens là, et pour un garçon et une fille. Les enseignantes ont déjà la pédagogie et puis en plus des mesures sanitaires. C'est une pression qu'il y a sur les épaules et il est important que nous qui avons évolué dans cette institution, nous soyons là pour aider, quoi. Nous, on est conscients quand même que ce sont nos enfants, les enfants de la tribu, les enfants du district, les enfants de l'IFO, même les enfants du pays de demain. Il faut bien qu'il y ait des personnes qui fassent du bénévolat. Il y a du bénévolat partout, pourquoi pas dans les écoles. Le petit local de l'association est un incroyable capharnaüm. Les équipements numériques reconditionnés sont donnés ou vendus à bas coût pour lutter contre la fracture numérique. Pour les bénévoles, devenir lauréat de l'appel à projet du gouvernement résonne comme une belle reconnaissance. On est de plus en plus sollicité pour apporter des équipements électroniques, lutter contre la fracture numérique. Donc ça, c'est vraiment le cœur de ce programme. C'est une reconnaissance aussi, la reconnaissance du travail de nos bénévoles. Ils sont là régulièrement, ils suivent, ils montent en compétences. Même quand ils rentrent chez eux, ils se cassent la tête parce qu'ils n'ont pas trouvé une panne, le lendemain ils reviennent, continuent sur la lancée. Donc c'est une vraie activité. C'est ça qu'on veut pérenniser, transformer ça en emploi. Je redonne vie aux ordinateurs. On essaie de reconditionner les ordinateurs qu'on nous emmène. On essaie de les réparer. L'appel à projet du gouvernement tombe à pic pour ces bénévoles à l'étroit. Effectivement, les volumes augmentent, les volumes de dons augmentent, les volumes de demandes augmentent. Donc il faut absolument qu'on augmente notre capacité de traitement, en fait, de reconditionnement. Donc là, depuis le début de l'année, on a la recherche activement d'un dock sur la zone industrielle de la Coulée, plus spécifiquement. Notre objectif, c'est de créer 2-3 emplois dans la commune sur ces métiers-là. L'enveloppe de 12,5 millions de francs promise par le gouvernement n'a pas encore été partagée entre les 9 lauréats sélectionnés. 9 milliards, c'est le chiffre d'affaires enregistré en 2019 par Air Calin. Pour revenir à cette somme, la compagnie estime qu'il faudra 4 ans.
Pour y parvenir, l'entreprise a élaboré un plan avec 3 volets. Un volet de réduction des coûts avec le report des investissements, comme celui de l'arrivée de nouveaux appareils ou encore la diminution de la charge salariale. Nous allons discuter avec nos partenaires sociaux, nous avons commencé à le faire, avec un objectif de 20% de réduction de la masse salariale. Alors c'est important, c'est un sujet difficile. Comment est-ce qu'on appréhende le sujet ? Premier volet, ce seront des discussions avec nos partenaires sociaux sur les conditions d'emploi, sur l'amélioration de la productivité. Second volet, nous allons lancer un plan de départ volontaire pour un certain nombre de salariés qui préféreraient essayer de faire autre chose ou qui seraient proches de départ de la retraite. Mais nous n'excluons pas, le cas échéant, des licenciements économiques si nous n'arrivions pas à atteindre notre objectif de 20% de réduction de la masse salariale. Autre mesure du plan, une programmation de vols réduite avec la suppression des lignes à destination d'Osaka et Melbourne. Enfin, l'autre volet consiste à faire appel aux prêts garantis par l'État. Une demande a été faite par la compagnie calédonienne pour un montant de 4,8 milliards. Pour compléter ce prêt, Air Calin s'est également tourné vers le pays pour un prêt d'une valeur de 2 milliards. Ben là, en fait, on est en train de prélever l'éthanol. On doit prélever 4 litres 66. Et en fait, on doit le prélever à l'aide des éprouvettes et ensuite le mettre dans le bidon. Ensuite, on se donne les autres composants du gel. Jean-Jacques est responsable hygiène dans son équipe. Lui et ses camarades ont pour mission de fabriquer la solution en respectant scrupuleusement les normes préconisées par l'OMS. Le mélange obtenu doit passer plusieurs tests pour vérifier qu'il ne représente aucun danger pour les utilisateurs. Comme pour les savons, le gel hydroalcoolique doit avoir un pH plutôt légèrement basique pour ne pas attaquer la peau. Donc là, on est dans un pH qui va aller en dessous de 9. Donc on est vraiment très légèrement basique. Donc c'est parfait. On sait que ça ne fera rien à notre peau. Que du bon. À la fin de la fabrication du gel en laboratoire, l'équipe hygiène rejoint l'équipe de production située dans un atelier. Là encore, les tâches sont bien définies pour veiller à la production du gel, comme nous l'explique le responsable production. On va partir d'une table de distribution qui va fournir les flacons sur le convoyeur qui l'emmènera dans la machine au poste de remplissage, qui emmène une certaine quantité prédéfinie, réglée par nos soins, dans un flacon, et ensuite le responsable des matières qui va s'occuper avec son équipe de fermer le bouchon. C'est à plusieurs points positifs, donc ça nous permet de travailler, ça nous donne du concret et en même temps on aide. Donc oui, on est assez fiers de pouvoir contribuer à aider le lycée, si je peux dire. Pour cette production, les élèves auront fabriqué au total plus de 5 litres de gel hydroalcoolique dans des flacons de 30 et 50 ml. Les flacons seront distribués dans chaque salle de classe pour que les élèves puissent l'utiliser avant chaque cours. En octobre 2018, nous avions observé la mise en place des taux de TGC en achetant des produits taxés différemment. Notre panier était composé de cette manière et affichait un coût total de 2052 francs. Un an après, nous avions renouvelé l'opération pour observer cette fois-ci les effets de la mise en place des taux de TGC. Nous avions alors remarqué une baisse de 70 francs sur le ticket de caisse. Aujourd'hui, 8 mois après la levée du contrôle des marges, nous sommes retournés dans ces enseignes pour y effectuer les mêmes achats. Et ce que l'on remarque, c'est une augmentation des prix, comme cette boisson sucrée qui enregistre une hausse de 100 francs ou encore ce paquet de crackers qui est passé à 195 francs. Au final, on observe une hausse de 54 francs entre ces deux périodes. Il aura fallu débourser plus de 2000 francs pour acheter ces mêmes produits.